Je vous remercie pour cette opportunité qui m'est offerte. J'ai passé mes études primaires et secondaires en Guinée. J'ai passé un baccalauréat mathématiques en 89-90. Ensuite, j'ai continué mes études en France et je suis titulaire d'une maîtrise en administration économique et sociale. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'autres formations dans le cadre de la gestion des ressources humaines, la promotion de la santé publique, comment on appelle, la promotion même de l'éducation des jeunes filles, beaucoup d'autres formations post-universitaires. Et donc, je suis rentrée en Guinée après mes études. J'ai travaillé dans le cadre du programme de sécurisation des recettes douanières en 1996 avant de m'installer à mon propre compte. Donc, depuis 17 ans, je suis chef d'entreprise et parallèlement, j'aime bien la vie associative, donc je suis leader d'ONG et membre très actif de la société civile guinéenne. Je suis aussi mère, épouse. Vous savez, le fait d'être une femme professionnelle ne doit plus être une entrave à mener une vie de famille normale. Comme si vous étiez une mère de famille, cela ne doit plus être un frein à votre épanouissement professionnel. C'est juste une question d'organisation. La journée est divisée en 24 heures. On offre 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Et quand vous la partagez comme ça, vous arrivez à vous en sortir. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. J'arrive à mener les deux. Et je me suis organisée de sorte à me retrouver pas loin de mon domicile. Donc même en étant au travail, je peux surveiller la maison et ça se passe très bien. Oui, juste maman, c'est une journée par exemple de samedi ou de dimanche. Je vais me réveiller, faire le petit déjeuner pour mes enfants. Et puis on prépare, on mange, on échange, on discute autour de la télé, autour du repas. Et puis quelquefois, on s'offre des petites promenades ou des restaurants. Voilà. On échange, on essaie de mettre un cadre d'échange interactif pour pouvoir un peu, pour permettre aux enfants quand même de s'épanouir parce qu'on ne peut pas toujours être sérieux. On va toujours avoir l'air sérieux, ça n'épanouit pas les enfants. Je crois que il faut d'abord, quand vous rencontrez des femmes comme ça, il faut les écouter, comprendre c'est quoi le problème. Il y en a qui ont peur de s'engager dans un couple parce qu'elles ont une situation sociale, une situation professionnelle très envieuse et finissent par se consacrer exclusivement à cela. Et au moment de vieillir, c'est le regret qui s'installe. Tout comme une dame qui a un mari qui pense que sa situation sociale est tellement enviable qu'elle n'a pas besoin de travailler. Mais c'est une erreur. Dans la vie, il n'y a pas d'acquis. Tout peut survenir. Donc les femmes doivent être capables d'être en permanence transition. C'est-à-dire que d'un rôle à un autre, il n'y a pas même que le boulot et la famille qui nous interpellent, il y a les problèmes sociaux auxquels nous participons de façon très active et très efficace. Je crois que non, il ne faut pas avoir peur de s'engager. C'est une aventure. Vous savez, le mariage, c'est une aventure. Vous allez dans quelque chose, ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir. Mais avec l'idée qu'en allant, vous avez la ferme volonté que ça réussisse. Mais comme c'est Dieu qui décide de tout, il faut s'attendre à des situations qu'on n'a pas prévues. Donc il faut s'assumer professionnellement et mener une vie sociale qui soit compatible avec les réalités de notre société. En fait, je suis souvent appelée à aller à des conférences en dehors de la Guinée. Et souvent, j'aime porter nos habits. Et quand j'arrive, je trouve les autres aussi dans leur tenue traditionnelle. Mais malheureusement, quand je prenais les habits, je partais. Dès après la journée, on devenait toute bleue, les mains sont teintées, la peau, tout, on devient complète. C'est comme si on a été trempé dans un fût de teinture. Bon, alors,
je me suis dit que ça ne doit pas être une fatalité. Et je suis partie du principe que la teinture, c'est de la chimie. Et cette chimie-là, il faut savoir l'équilibrer. Et alors, c'est comme ça que je me suis intéressée. Je suis allée au Mali, j'ai visité les usines de textiles qui sont là-bas. J'ai d'abord compris à l'industriel comment ça se fait. Ensuite, j'ai vu les teinturières artisanales. Et quand je suis revenue, j'ai essayé de prendre les composants locaux. J'ai essayé de les adapter à une autre façon de faire. Quand ça m'a réussi, j'ai réussi de passer de 2 ou 3 jours de l'ancienne teinturière à moins de 45 minutes. Et j'ai réussi en équilibrant les composés chimiques qui entrent en ligne de compte à sortir un pagne qui ne déteint ni au lavage ni sur la peau. Et ça, c'est quelque chose vraiment ça a été quelque chose de spontané. Sinon, rien ne me prédestinait à cela, sauf que je suis la petite fille, comme toute vieille teinturière du Fouta. Ma grand-mère, mon homonyme, faisait cela. Et à l'époque, elle le faisait bien, ça ne prenait pas la peau. C'est lorsqu'on a introduit la teinture de synthèse et n'ayant pas maîtrisé, comment on appelle, l'équilibre de la réaction chimique, et nos habits se sont mis du jour au lendemain à déteindre sur les personnes qui les portaient, qui rendaient le tissu moins attrayant. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose, c'est quand même un challenge. Ce n'est pas que j'ai voulu faire, mais j'ai fait. Et ce n'est pas que j'ai fait faire, mais je suis allé former des femmes. Et toutes les coopératives avec lesquelles je travaille, elles ont réussi à produire maintenant un textile qui ne déteint ni sur la peau, ni au lavage. Vous savez, je n'aime même pas évoquer cela. Je me dis, tous les jours, je dois remercier Dieu. Parce que je n'ai pas été confrontée à des obstacles de la vie qui pouvaient vraiment freiner mon épanouissement. Je crois que ce qui aurait été grave pour moi, c'est d'avoir pas été ce que je suis aujourd'hui. Parce que tout a été mis en œuvre pour que j'en arrive là. Et j'ai souvent l'habitude de dire que ma situation sociale, professionnelle, certes, elle est à mon actif parce que j'ai accepté de suivre un chemin, mais c'est un chemin qui m'a été tracé, que j'ai accepté de suivre et tout était là. Bon, j'ai pas été confrontée à un problème par exemple, de violence à bas âge. J'ai été libre d'aller à l'école, de faire mes choix. On m'a donné très tôt la parole à domicile, à la maison avec mes parents. On m'a responsabilisé. Donc cela m'a poussé à me libérer moi-même, de sorte que le complexe ou comment on appelle, ce fardeau qui pèse sur beaucoup de femmes, d'avoir des problèmes à affronter les hommes, moi, je ne l'ai pas. Je dis ce que je veux, ce que je constate, à tout moment, dans le strict respect des règles de notre société. À ce niveau, non. Mais d'autres difficultés sont liées aux difficultés que tout le monde observe. Moi, je crois que il faut savoir positiver. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez rencontré un obstacle en cours de chemin, il faut transformer cet obstacle-là en opportunité pour passer l'étape supérieure. Parce que si l'exemple le plus bête, je vais vous dire, lorsque j'en ai eu marre, j'ai eu marre d'aller tous les matins m'embourber dans des embouteillages à ne pas m'en sortir, je me suis organisée à être à moins de 5 minutes de mon lieu de travail. Donc aujourd'hui, je sais que ça, le problème de circulation constitue un obstacle pour beaucoup de travailleurs à être à leur rendez-vous, à être à leur lieu de travail, à tout simplement être productif au niveau boulot. Donc ça, c'est que j'anticipe par rapport aux événements. Mon mari, en fait, lui, n'est pas difficile à garder. Je crois que la chance, c'est qu'il m'aime beaucoup, il me comprend, il est content de ce que je fais. Je sens qu'en lui, quand il parle de moi, c'est avec beaucoup de fierté et d'égard. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est ce qui est plus difficile à acquérir. Et donc,
il n'est pas non plus une personne compliquée, c'est pas le grand dictateur mari africain là qui impose des choses, non. Il se contente de ce que vous pouvez faire et il comprend souvent que quand vous êtes, il peut arriver que vous êtes débordé sur le plan professionnel ou que vous êtes empêché pour une raison ou pour une autre, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Au niveau du travail, j'ai réussi à reposer sur des collègues dignes de confiance et consciencieux des défis que nous avons à relever et donc qui travaillent. Sinon seul, c'est sûr que ce n'est pas évident de gérer une entreprise, gérer une ONG et avoir des résultats. Mais par la grâce de Dieu, je suis entouré d'une équipe très professionnelle qui m'assiste et avec laquelle je travaille de façon avec les coudées franches. Quand je me fâche, je crie. Il m'arrive de crier, mais après quelques minutes, je me remets. Non, parce que moi-même dans les conseils que je donne aux autres, j'explique que quand vous êtes en mal avec quelqu'un ou que vous avez des problèmes, dès que vous vous séparez, vous devez mettre la situation là en suspens. Parce que vous allez rencontrer d'autres personnes, peut-être qui vont vous apporter le bonheur, le sourire. Mais si vous venez déjà préconçu à la mine fermée, vous vous fermez vous-même toutes les portes. Non. J'évite toujours de répercuter mon humeur sur une personne qui n'en est pas responsable. Ce qui fait que même quand je suis fâché, ça n'a pas d'incidence sur mon travail. Quand on me provoque, je peux être très désagréable, mais avant que je n'en arrive là, j'encaisse beaucoup, mais il y a des moments lorsque je me rends compte que la personne pour laquelle j'accepte certaines indélicatesses me prend pour une, comme on dit, pour une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut ou sur laquelle on peut marcher, là je peux être très désagréable. Il y a une, elle casse tout ce qui lui passe par la tête. Et quand je lui dis, mais quand on fait la vaisselle, on le fait doucement. Elle dit, mais maman, tu sais, je ne sais pas faire doucement. Donc tous les jours, elle ne fait que casser. Alors, donc, et quand elle casse, elle revient, elle dit, maman, je n'ai pas fait exprès. Je dis, mais si tu dis que tu ne peux pas faire doucement, ça devient un problème. Alors, elle, là, que vous avez vue, mais c'est une petite rusée. Elle vient poser ses problèmes tout c'est-à-dire qu'elle regarde les feuilletons, elle regarde les films, ensuite elle revient poser des questions. Alors, ce qui m'a choqué un jour, elle me dit, maman, si j'avais été moins complète, tu m'aurais accepté? Je dis, mais bien sûr que je t'aurais accepté. Et je dis, pourquoi tu me poses cette question? Elle dit, c'est parce que je regardais un film. Il y a une dame, elle a abandonné son bébé parce qu'il avait un œil qui n'était pas bon. Ah ça, je dis que non. Et je l'ai serré dans mes bras. Je dis, quel que soit ce que tu aurais été, je t'aurais bien aimé, même plus que je t'aime aujourd'hui, parce que tu aurais eu beaucoup besoin de moi. Donc ne te mets pas à l'idée qu'il peut arriver quelque chose et que je t'abandonne. Il y a une, elle me dit, quand elle me voit avec la mine serrée, elle vient, elle me serre dans ses bras, elle dit, maman, tu sais que tu es la plus merveilleuse maman au monde. Donc du coup, ça me ramollit. C'est le fait de savoir que j'existe pour d'autres personnes qui reposent un certain espoir sur moi ou des personnes pour lesquelles je compte. Ça, c'est un plaisir et ça m'encourage à tenir. C'est sûr que je n'aurais rien changé. Et même si je devais renaître sous une autre forme, j'aurais encore demandé d'être une femme. Ça, c'est quelque chose que j'assume avec beaucoup de bonheur. Et je crois que je dois remercier Dieu, très particulièrement mes parents, qui m'ont même choyé parmi tous les enfants et qui m'ont mise dans des conditions psychologiques
sociale, matérielle, pour que je réussisse. Parce que mon père, comme il me le dit tout le temps, il dit, mais quand moi je naissais, son seul souhait était d'avoir un enfant. Fille ou garçon, ce n'était pas un choix pour lui, c'était de tenir pour la première fois un enfant. Et que quand je suis venue, le seul bonheur qu'il a vu, c'est d'avoir eu un enfant. Donc, pour moi, il n'avait pas de préférence. Mais que par la suite, il a eu des moments où il souhaitait l'une ou l'autre, une fille ou un garçon. Mais que dans mon cas, tout son bonheur a été de m'avoir. Et il a tenu, comment on appelle, il a tenu cela toute ma vie durant et jusqu'à aujourd'hui, c'est la personne avec laquelle je suis la plus proche. On échange vraiment. Il est resté un papa ami, comme on dit, complice, au point que des fois ça crée des jaloux. Mais si je vous dis que c'est une situation qui n'est jamais... Mon mari est trop doux pour m'énerver, vous savez. C'est un monsieur très courtois, poli. Je suis sûre que c'est le contraire, c'est que moi, il m'arrive de l'énerver, mais moi, lui ne m'énerve jamais. Donc, je ne sais pas, mais même si cela arrivait, je crois que puisque ça ne s'est jamais fait, ben je vais être très gentil. Je vais laisser passer. C'est sûr que si il m'énerve, c'est parce que je l'aurais provoqué. Mais lui, de lui-même, ne va jamais m'énerver. Il est trop courtois pour ça. Mais vous savez que, justement, moi, avec mes filles, j'ai beaucoup de filles pour lesquelles je suis mentor. Et si vous m'en envoyez encore, j'en serais très ravie. Et j'ai même le club des jeunes filles leaders, qui est le club junior des jeunes de la coalition des femmes leaders. Et ce club-là travaille beaucoup actuellement sur tout ce qui est plaidoyer, sur les mariages forcés, pardon, les mutilations génitales, et qui a été tout récemment appuyé par la francophonie et plan international pour mener des activités de plaidoyer. Actuellement, elles sont déployées à l'intérieur du pays. Elles vont passer toutes les vacances. Et elles ont créé un magazine que nous appuyons. Vous avez vu, ça, c'est le magazine de la jeune fille. Kadi Magazine, ça, c'est le numéro 1. Ça, c'est le numéro 2. Ça, c'est le numéro 3. Les filles m'ont offert cette première page. Voyez-vous? Et là, il y a le site kadimagazine.org. Ce magazine parle de la jeune fille, de l'éducation, la santé, de la reproduction, la santé tout court, l'accès, comment on appelle, la vulgarisation de leurs droits. Et cela les amène à être elles-mêmes reporters. J'ai une vingtaine de filles formées qui font des investigations au niveau des communautés et qui remontent des informations qui alimentent ce journal. Et ce journal, le rédacteur en chef a été pendant longtemps le chargé de communication de l'UNICEF, qui connaît très bien les problématiques de l'enfance. Et il est destiné aux filles de 8 à 20 ans. Voilà, donc c'est ça, avec le partenaire qui nous appuie. Ce qui fait que je serais ravie que vous m'envoyiez des jeunes filles que nous allons coacher.